pour que nos églises paroissiales restent vivantes, il faut encourager leur réappropriation par un public plus large que les seuls fidèles du dimanche matin. Si les jeunes d'aujourd'hui participent moins aux offices qu'il y a 25 ou 50 ans, leur curiosité reste en revanche bien vivace. Il y a tant de choses à découvrir dans un édifice religieux, surtout lorsqu'on ne le connaît que de l'extérieur. Le projet « Adoptons un monument » de l'Agence wallonne du patrimoine offre une belle occasion d'associer des étudiants de 10 à 20 ans à l'église de leur quartier. Muriel de Potter, historienne de l'art spécialisée en pédagogie du patrimoine, n'aura pas de mal à nous convaincre d'ouvrir nos églises aux jeunes, tant ceux-ci font preuve d'intérêt pour ces édifices chargés de symboles. Leur créativité vous surprendra lorsqu'il s'agit de partager leur passion avec d'autres. Merci, Madame de Potter, de nous donner quelques-uns de vos meilleurs tuyaux pour faire se raconter les traces de notre passé religieux, fruit de toutes les expériences de découverte que vous avez accompagnées à l'abbaye de la Paix-Dieu et pour les Journées du patrimoine. D'abord, je voudrais préciser que nous sommes tous reliés et que le projet Adoptons un monument existait déjà dans les années 90 en Wallonie, que des personnes comme Nicole Plumier, comme Madame Bonipotti, comme des personnes qui ont travaillé à Patrimoine à Roulette, étaient déjà en lien avec des projets comme celui-là, et que ce projet avançait, existait à Turin en Italie, et que donc les bonnes idées, en fait, bien chaque fois on est des passeurs, on essaye de les mettre à la sauce du jour, avec le caractère qu'on a, avec la passion qu'on a, et puis surtout avec les personnes avec lesquelles on travaille. Donc moi ici, j'ai envie de dire, je suis sur cette planète quelques années, j'ai mon cursus, je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé à avoir ce que j'ai dans la tête, et toutes les personnes que je continue à rencontrer, et aussi l'audition que je viens d'avoir, parce que vous allez voir que là aussi, nos activités sont extrêmement liées les unes aux autres. Alors, donc, adoptons un monument. Vous voyez ici que maintenant, nous faisons partie de l'Agence wallonne du patrimoine. On a cité la Paix-Dieu, donc pour certains, on était l'Institut du patrimoine wallon, et l'Institut du patrimoine wallon a été intégré. Et donc maintenant, si vous nous cherchez, eh bien, nous sommes au sein de l'Agence wallonne du patrimoine. Alors, qu'est-ce qu'Adoptons un monument? Eh bien, aujourd'hui, Adoptons un monument est effectivement un projet qui se fait à échelle européenne, puisque le projet existe aussi en Finlande, et puis dans d'autres régions. Et ce projet se fait à la fois en classe et à la fois sur site. Alors, vous voyez sur l'illustration juste on va dire à droite de l'écran, église ouverte accueillante. C'est une photo que j'ai pu prendre à Anvers, à la collégiale, avec justement des enfants qui ont adopté cette collégiale et qui sont des enfants de l'enseignement spécialisé. Donc on a dit que c'était un projet qui s'adressait aux enfants de 10 à 20 ans et plus, nous verrons après. Mais vous voyez qu'on peut aussi mettre en évidence des qualités, nous en parlions tout à l'heure avec Mikalu, des qualités qui sont propres à certains enfants, qui s'y retrouvent beaucoup plus aussi en étant en lien directement avec les lieux et où les différentes intelligences peuvent être mises en avant et où les informations sensorielles aussi peuvent être perçues différemment. Alors, c'est pour qui? Eh bien, majoritairement pour le moment, on s'adresse aux enfants de 5e et 6e primaire. Alors, beaucoup diront que c'est peut-être le public le plus facile, compte tenu du fait qu'il y a un seul instituteur qui gère sa classe. Là aussi, par rapport aux églises, eh bien, souvent, géographiquement, l'école n'est pas bien loin de l'église, mais on a aussi ouvert le projet peu à peu à toutes sortes de publics, notamment aux IFA-PME. Aux IFA-PME, donc ce sont en fait des instituts de formation en formation continuée, qui donnent des formations à des futurs guides touristiques. Et donc, c'est ouvert aussi aux écoles secondaires, en général aussi. Donc en fait, toute personne qui s'adresse à des publics pédagogiques et qui se dit, tiens, moi, je voudrais bien que ce soit d'un point de vue scolaire,
sorte de compétences, ou que ce soit lié à l'approche d'un lieu parce qu'on s'intéresse au tourisme, eh bien, le projet est ouvert. Alors, on a parlé du petit patrimoine de Wallonie. Vous avez entendu qu'il y avait un projet aussi de mise en valeur du petit patrimoine de Wallonie. On a fait un appel aussi à ce niveau-là. Donc, compte tenu maintenant que l'IPE avant c'était surtout le patrimoine bâti, aujourd'hui on peut aussi adopter un site archéologique, on peut aussi adopter un château, on peut adopter une région naturelle. Donc ici je vais me concentrer sur des projets qui ont lieu au sein de l'église, mais voilà, on peut adopter du petit patrimoine, des fontaines, des potales, des églises. Et souvent, autour d'une église est aussi en lien avec le reste du patrimoine de la région. Parce qu'il y a souvent un monument aux morts à côté, il y a souvent une fontaine, une potale, une statue, un monument commémoratif, etc. Donc l'église peut aussi être un point de départ quand elle-même n'a pas été fabriquée à base des matériaux de construction d'un château à proximité, etc. Donc voilà, ce projet s'adresse vraiment à toute personne qui est susceptible ou désireux de mettre en évidence son patrimoine. Alors, pourquoi le faire? Alors, contrairement à l'exposé précédent, je n'ai pas toujours gardé le nom de toutes les églises et en plus le fait que je parcours toute la Wallonie et parfois il y a aussi des photos que je prends parce qu'elles me semblent cocasses ou intéressantes, donc je ne vais peut-être pas toujours savoir vous dire où j'ai pris la photo, mais sur la photo que vous voyez à gauche, eh bien là forcément les enfants, ils ont leur cours de récréation qui communique directement avec l'église. Vous voyez que le chevet de l'église fait quasiment partie de la cour de récréation. Vous comprenez, l'école est à côté et la cour de récré eh bien, est au compte. Donc les enfants là, ils sont familiers avec l'église, c'est assez facile. Mais très souvent, quand on dit à une classe est-ce que vous avez été à la messe dimanche, levez vos mains, bref, voilà, il n'y a pas des tas de mains qui se dressent. Et deuxième chose, comme on l'a souligné aussi, quand on a des publics assez éclectiques au niveau des origines nationales, des origines, je vais dire, musulmanes, africaines ou autres, il y a des enfants aussi qui sont jamais rentrés dans ce type de lieu. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont laïques et qui estiment qu'elles n'ont rien à faire dans une église non plus. Ce qui fait que le fait simplement de faire en sorte de dire, tiens, on va adopter un monument classé qui est à proximité de l'école. Souvent, c'est l'église qui apparaît, parce que c'est le bâtiment le plus emblématique. Et le fait même de les amener jusque-là, eh bien, pour nous qui sommes quand même, je veux dire, des professionnels ou des personnes sensibilisées, eh bien, parfois, c'est déjà énorme. Et donc, adoptant un monument, parfois, le travail commence vraiment à la toute première marche. De dire où est l'église du village, on va aller la voir, on va rentrer, on va regarder ses murs, on va regarder l'impression générale qu'elle nous fait, on va poser des questions sur la nature des statues. L'iconographie n'étant plus du tout connue non plus, voilà, on va peut-être essayer de construire des petites histoires par rapport à ce qu'on voit, et puis on va souvent se rendre compte que mine de rien, les histoires, même si elles sont rocambolesques, elles ont quand même des liens avec la réalité de l'iconographie, et parfois on repart de là. Et donc le simple fait de tirer plaisir à pousser la porte d'une église, à rentrer, à dire ah, c'est beau, t'as vu, c'est bien fait, oh il est chouette, là le petit bonhomme sur un cheval, eh bien ça c'est déjà des moments de joie. On dit un chaton quand il a goûté à la crème, il y retourne. Et donc si un enfant quand il a goûté au plaisir de rentrer dans une église, de bien s'amuser, de voir que ça résonne, qu'il y a des belles sculptures, qu'il y a des gros bébés qui sont sur un meuble qu'on ne connaît peut-être même pas la fonction, eh bien déjà ça va peut-être être déjà un premier pas. Alors vous allez dire, waouh, elle commence déjà vraiment au b.a.-ba. Mais pour beaucoup de gens qui ne sont pas initiés, qui ne vont plus dans les églises, qui n'ont plus de vie spirituelle, eh bien, c'est déjà un pas énorme. Alors pourquoi le faire? Bien sûr, je vais dire ça, c'est le discours qui est dans mon cœur, ce que je viens de vous dire, mais ce qui est sur les folders que vous verrez près des tasses à café, on essaie d'ouvrir le public à l'extérieur, de sortir des écoles et de les rendre vraiment acteurs de leur patrimoine, parce que l'objectif d'adopter un monument, ça a toujours été celui-là, c'est de faire en sorte que les enfants, au printemps, fassent la visite guidée des lieux qu'ils ont découverts. Et donc, ils vont ouvrir le bâtiment, bien sûr en accord avec les personnes qui s'occupent des lieux,
aux frères et sœurs, aux parents, aux grands-parents, aux personnes de l'école, au voisinage et parfois même aussi au grand public. Donc on peut aussi annoncer qu'aux Journées du patrimoine, eh bien, une visite sera organisée par des enfants. Mais donc l'idée c'est vraiment, j'ai acquis un savoir et comme le patrimoine ça se passe, eh bien, je vais passer aussi ce que j'ai pu percevoir. Et donc voilà, nous en sommes au printemps à des visites guidées qui sont faites par des enfants. Alors bien sûr, ce ne sont pas des docteurs en histoire de l'art, on fait en sorte qu'ils ne racontent pas de sottises, bien évidemment, mais on va faire en sorte qu'ils fassent la visite guidée qu'ils aimeraient recevoir. Et ça, souvent, c'est quelque chose qu'on oublie. Quand je travaillais aux Journées du patrimoine, on m'a surtout sollicité pour faire en sorte que les visites soient adaptées et aux parents et aux enfants. Parce qu'on fait en sorte que les parents s'amusent bien, mais les enfants, généralement, on les laisse un peu de côté, on les dit qu'il faut rester sage, etc. Et là, quelque part, ils prennent un peu leur revanche. C'est-à-dire qu'ils font une visite qui est un peu comme une... moi, je le redis souvent, c'est comme une fête d'anniversaire. Vous n'allez pas faire manger aux gens quelque chose que vous n'avez pas mangé vous-même. Donc, essayez de penser à alimenter chacun et à faire plaisir à chacun. Et donc ici, vous voyez, il y a des grands-parents, des frères et sœurs, des parents. Alors ici, vous allez voir, c'est une visite qui, en apparence, est assez ex cathedra, mais quand vous entendez l'enfant, il attire le regard sur les choses qui l'ont interpellé lui-même. Alors, ça aussi, c'est pas forcément immédiatement, mais les professeurs ont souvent des craintes, et c'est d'ailleurs pour ça que l'opération Adoptons un monument s'était interrompue. Elle s'était interrompue parce qu'avec les changements dans les programmes scolaires, les professeurs étaient de plus en plus tenus de répondre à toute une série de critères, ce qui faisait que mener un projet scolaire était extrêmement lourd, parce que quand vous aviez rempli tous les socles de compétences qui vous étaient exigés, eh bien, vous mettre encore sur le dos le fait d'aller vous occuper d'un bâtiment, ça devenait vraiment compliqué. Donc, dans le livre ici, Génération Patrimoine, eh bien, Nicole Plumet expliquait que les professeurs, eh bien, ils avaient exprimé que, n'étant pas eux-mêmes historiens d'art, eh bien, ils préféraient des classes de déguisement ou des formations autour du patrimoine que de vraiment faire ce projet. Donc quand on l'a relancé, on a réfléchi justement à faire en sorte que toutes les compétences scolaires soient exercées. Comme ça, ces enfants qui doivent passer le CEB, il ne faut pas qu'ils perdent du temps à faire le projet Adoptons un monument et qu'ils ne travaillent pas bien leur CEB. Ce qui fait que le fait d'organiser leur projet, rentrer en contact avec les propriétaires, prendre contact parfois avec le centre infotourisme, rédiger des articles pour la presse pour prévenir de leur visite guidée, rencontrer des personnes ressources, aller les interviewer, gérer des textes scientifiques, les résumer, prendre la parole, structurer, créer des activités artistiques ou pédagogiques pour que le public soit intéressé, tenir compte de ses émotions, prendre de la joie à bien faire les choses, collaborer, faire en sorte que le projet arrive à terme, eh bien tout ça, vous comprenez que si on arrive à faire toutes ces choses-là, ben, le CEB, c'est souvent assez bien les deux dans le nez. Voilà. Donc le professeur qui fait le projet, et je tombe souvent sur je veux dire, un profil de professeur bien spécifique, ce sont justement souvent des personnes qui sont d'un bois, d'une essence bien spécifique aussi, et qui disent, ben voilà, en faisant ce projet-là, ben moi je vais les préparer au CV, et effectivement les résultats sont assez concluants. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, on ne le fait pas en disant, oh mon Dieu, c'est dur, c'est dur. L'objectif, c'est chaque fois de le faire dans la joie et la bonne humeur. Alors, avec qui vous faites le projet? Alors, moi j'ai travaillé presque une quinzaine d'années comme animatrice pédagogique à la PDE, puis j'ai un peu aidé aux Journées du patrimoine quelques années. Et puis après, on a dit, bah tiens, comment se fait-il qu'il n'y a pas plus de gens qui viennent à de telles activités qui sont gratuites, etc. Et donc je suis partie en prospection, j'ai quitté un peu la PDE, petite converse, partie avec son sac à dos, et j'ai été rencontrer les différents directeurs qui m'ont dit, bah, vous savez, c'est très chouette que ce soit gratuit, mais le problème, c'est que premièrement, le bus, il n'est pas gratuit, donc
ça, c'est déjà un problème d'arriver jusqu'à vous. Deuxièmement, les parents, ils ont parfois un peu peur qu'on fasse des maçons ou des charpentiers quand on fait nos classes. Et troisièmement, elle est magnifique notre pays, mais elle est à Liège et nous on est luxembourgeois. Bref, nous c'est notre patrimoine qui nous intéresse. Et donc petit à petit on s'est dit il faut qu'on retourne dans les écoles et qu'on refasse des choses que plein d'autres personnes font depuis toujours et le font encore actuellement. C'est essayer d'aller vers l'enfant, vers le professeur pour qu'il puisse mener son projet sur son territoire. Et alors qu'avant, souvent, on félicitait un professeur qui va effectivement dire « je m'inscris aux Journées du patrimoine et je fais une visite guidée » et quelque part, on vient le voir en bout de course, maintenant, on intervient plusieurs fois sur l'année et on les accompagne pendant toute une année académique. Donc moi, je vais sur place plusieurs fois, je vais vous détailler comment ça se produit. C'est un profil qui est à moitié historien d'art, à moitié coach, parce que c'est vraiment un accompagnement du professeur. Alors bien sûr, il y a des partenaires qui vont se greffer petit à petit. On va avoir des artisans, mais on va avoir des architectes, on va avoir des maîtres d'œuvre, on va avoir des archéologues. En fait, généralement, ça fait très vite boule de neige. Parce qu'une fois au début, quand on a relancé le projet, on a dit on va mettre à disposition justement toutes les personnes qu'on a dans notre besace de personnes ressources. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, les gens avaient des personnes ressources eux-mêmes et qu'ils adoraient aussi que ces personnes, qui sont parfois moins connues du public patrimonial, soient mises en avant aussi. Donc un papa d'élève qui a travaillé à la restauration de la chapelle, un parent qui est architecte de jardin et qui travaille 2 ans en restauration. Donc en fait, les locaux et les proches aussi des enfants. Alors on pourra avoir aussi des personnes qui connaissent bien les lieux ou aussi simplement le curé qui dit tiens c'est un chouette projet, on va commencer à participer, à ouvrir aussi les portes. On parlait tout à l'heure de trésors ou de reliques. On a aussi parfois accès à des choses qui n'étaient pas prévues parce que des gens ont les clés du bâtiment ou bien permettent des découvertes un peu courantes. Parfois, il y a du matériel qui ne se trouve pas forcément dans l'église. Ici, on est dans un donjon où il y a du matériel religieux qui est conservé. Il arrive aussi que des musiciens, des chorégraphes aient travaillé dans une église. Donc en fait, si vous voulez, dès que les enfants commencent à dire autour d'eux qu'ils font ce projet adoptant un monument, les gens ont envie de se greffer et d'apporter leur savoir. Il y a des bibliothèques, des centres culturels qui apportent de la documentation. Alors, certains diront que la providence pourvoit ou qu'il faut avoir un peu la foi, mais sincèrement, ça marche. Alors, de quand à quand? Concrètement, c'est sur une année académique, donc c'est à peu près après le salon éducation, on commence donc octobre-novembre jusqu'au mois de juin. Et là, j'ai pas mis beaucoup de texte, mais là j'ai mis, pour dire que simplement les conditions, c'est que le bâtiment doit présenter un intérêt patrimonial ou être classé et doit être accessible aux futurs guides et visiteurs. Et il est impératif, bien sûr, d'avoir obtenu l'autorisation d'y accéder auprès des responsables des lieux. J'ai mis ça plus en clin d'œil, puisque ici, on est face à un public qui, justement, devrait pouvoir faire en sorte que les bâtiments soient ouverts. Donc, toutes les églises ouvertes entrent forcément dans la catégorie. Alors, le programme. Au minimum, et j'aurais dû le mettre en gras aussi, il y a 3 rencontres d'une durée d'une demi-heure, je ne cache pas que c'est plus souvent une journée qu'une demi-heure, entre moi et les partenaires. Alors, comment ça marche? D'abord, je viens faire une présentation du projet. Ensuite, on essaie d'avoir un dénominateur commun sur ce qu'est la notion de patrimoine. Et puis, on contextualise le monument adopté. Ça, c'est la première étape. Alors, en image, ça donne ceci. Donc, on présente le projet, on ne prend pas les enfants en otage. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les professeurs reçoivent par courrier postal le petit folder pour dire, voilà, nous, on se tient à votre disposition, c'est un projet qui est entièrement gratuit. Si vous êtes intéressé, il y a une historienne de l'art agrégée qui viendra vous voir minimum 3 fois, plus peut-être des liens avec d'autres partenaires pour viser des visites guidées au printemps.
On explique tout le projet, ce que je suis d'ailleurs occupée à faire avec vous, aux enfants, et puis on leur dit, est-ce que vous en êtes? Voilà. Donc le professeur, lui, il est motivé, mais on essaie de voir aussi si les enfants sont d'accord. Après ça, deuxième volet, on explique la notion de patrimoine, ce que veut dire le mot patrimoine. On essaie de voir aussi ce qu'on fait avec les lieux, quelles idées on peut avoir. On parle de restauration, rénovation, intégration, conservation, de projets de réaffectation qui peuvent être interpellants. Et puis, on localise effectivement le bâtiment, on essaie de comprendre comment il est apparu là, en quel matériau il est fait. Peut-être on fait déjà des liens avec les ressources du terrain, donc carrière de pierre, ressources en bois, en marbre, etc. Et on catégorise déjà le type de patrimoine, parce que je disais que parfois on adopte le fort de Lantin, ou un château, ou un moulin, donc ils essaient de voir dans quelle catégorie on se situe. La localisation aussi, ça peut être le fait de se rendre compte que voilà, le bâtiment est situé dans un certain territoire avec des noms de rues avoisinantes, que parfois le bâtiment a reçu pour certains de ses locaux des appellations qui sont déjà en lien avec le territoire. Parfois, voilà, une pièce va porter le nom d'une rue, et donc on présente déjà certains jeux pour les aider à comprendre tout ça. Alors, quand je disais que ça prend déjà plus souvent une journée que la première fois qu'une demi-journée, c'est que très souvent, après avoir entendu tout ça, ils sont déjà motivés d'aller voir le lieu. Et donc, avec le professeur, on a déjà pris un accord avec les personnes qui s'occupent de l'église adoptée, reprenons le cas de l'église. Et donc, les enfants vont vraiment à la découverte de ce bâtiment. Et quelque part, du moment qu'il y a respect des enfants et respect des lieux, je veux dire, beaucoup de choses sont autorisées. Donc, le fait de toucher, parce qu'il y a des enfants, ils ne fonctionnent pas simplement par le langage, ils sont plus kinesthésiques qu'autre chose. Et il y en a déjà qui sont parfois des petits archéologues et qui repèrent déjà des traces sur les bâtiments, qui les interpellent. Alors, le premier jour, bien sûr, je ne vais pas dire qu'on les frustre, mais on ne leur dit pas. Donc, ils vont découvrir des choses, on va les repérer, mais pour la prochaine fois, pour la deuxième rencontre, eh bien, toutes les choses qui les ont interpellés, ils vont essayer de rechercher de la documentation, un peu sauvagement. Alors, bien sûr, moi, je vais les aider aussi, mais eux me présenteront à la deuxième rencontre ce qu'ils ont pu trouver comme information. Alors, on va aussi profiter de ce qu'il y a autour du bâtiment. Donc, s'il y a des sculptures, même des sculptures modernes ou contemporaines, pourquoi pas, parce que le patrimoine, oui, mais il y a le patrimoine de demain aussi. Donc, ça pourra faire lien avec d'autres choses, parce que eux, ils aimeront peut-être le bâtiment, mais effectivement, ils aimeront peut-être les arts, les sculptures, les peintures, les gravures, les enluminures, les dorures qui leur apparaîtront. Alors, quand on rentre dans l'édifice, comme vous voyez, c'est vrai que de manière, je répète, vraiment respectueuse et cadrée, mais les enfants sont amenés à aller voir vraiment ce qui les intéresse. Et ça, c'est tout à fait différent de leur imposer et de leur dire, voilà, ça c'est beau, ça c'est pas beau, ça c'est classé, ça c'est important, ça c'est un tableau officiel. Et je vous jure que c'est vraiment jouissif parce qu'ils vous rappellent et ils vous font voir des choses que vous ne voyez plus ou que vous n'aviez pas vues. Et donc, par exemple, un confessionnal, il y a plein d'hypothèses sur ce que pourrait être un confessionnal parce qu'eux, ils ne savent plus du tout ce que c'est. Et donc ça devient une cabane, ça devient un endroit de repos, ça devient plein de choses. Mais bon, sûrement pas un confessionnal. Et je vous jure que quand vous leur expliquez ce que c'est qu'un confessionnal, il y en a qui se disent que c'est surréaliste comme meuble. Hein. C'est vraiment interpellant. Hein. Bon. Donc ça, c'est trier de renouveler ses acquis avec eux. Il y a aussi parfois des moments d'émotion parce qu'un massacre des innocents, oui, en tant qu'historien d'art, on en a des kilomètres, voilà. Et bien quand eux regardent un massacre des innocents, ils ne voient pas non plus la même chose que vous. Et comme ce sont des enfants et que eux, le lien à la maman, etc., c'est très très important, eh bien il y en a qui disent, moi, j'ai plus du tout envie de parler de l'église, moi, la seule chose qui m'intéresse, je vais étudier le tableau des innocents, je veux connaître tout sur les tableaux des innocents. Je veux savoir ce qui s'est passé, etc. D'accord? Donc parfois, le fait de laisser faire et de ne pas attirer le regard sur ce qui est reconnu dans les bouquins,
fait que vous avez beaucoup de plaisir à connaître les choses. Une sculpture en restauration aussi, son attitude, l'enfant étant souvent encore très très empathique, il y a plein d'émotions qui sortent que peut-être nous on ressentait plus facilement. Alors forcément ça va demander aux enfants, quand je ne suis plus là après cette journée-là, de se mettre ensemble, de réfléchir, de cogiter, de dire comment est-ce qu'on va faire pour faire la visite guidée qui nous plaît. Et forcément ils doivent se mettre d'accord. Alors, ça va nécessiter la consultation de livres d'art, de livres officiels. Et ça aussi, c'est très très émouvant de voir que vous avez, là j'ai récemment un petit garçon qui m'a dit, voilà, ils adoptent l'hôtel britannique de Spa, il m'a dit, Madame, j'ai consulté ce cahier, en fait c'était un mémoire qui avait quand même été suivi par Paul Hauteclair, et j'ai tout compris. Mais un chapiteau ionique à pan-bloc éclectique, ça, ionique je gère, mais pan-bloc et éclectique, je n'y suis pas arrivée. Il a 11 ans. Et je peux vous dire que vous vous rappelez vos années de candie, de licence et tout ça, et que vous vous dites, waouh, chapeau. Et quand l'institutrice vous dit, écoutez, j'y connais vraiment rien, mais j'ai rencontré la tante de l'ancien propriétaire et elle m'a donné les plans originaux. Et alors, vous voyez les photos là. Et là, je ne comprends pas bien comment... Vous voyez le mur et l'escalier, c'est plus du tout comme ça. Et là, sur le plan, ça colle pas. À l'échelle, ça va pas. Alors qu'elle est instite et qu'elle vous colle au mur en matière d'architecture. Vous rencontrez dans cet enthousiasme et cette liberté que vous donnez aux gens, vraiment la possibilité de devenir des historiens d'art, mais presque innés, quoi. Parce qu'ils sont passionnés, parce qu'on leur laisse l'espace. Bien sûr, pendant qu'on n'est pas là, ils vont retourner au bord du bâtiment, ils vont essayer de s'interroger, ils vont dire tiens, c'est quoi, est-ce qu'il y a un bouchardage, c'est quoi ce moellonnage? Alors chacun a sa technique, hein. Il y en a qui vont effectivement aller faire des empreintes, ils vont peut-être rencontrer des gens aussi qui vont leur expliquer différents métiers, ils vont peut-être aussi aller à la P2 faire un stage sur la taille de pierre, ou faire le lien avec les villages, ou faire le lien avec les journées du patrimoine, ou encore aller retrouver une autre équipe pédagogique qui fait des liens avec soit les métiers, soit la pierre, soit les églises, soit autre chose, tant mieux. Ils vont peut-être aller voir des vitraux, comprendre comment ça fonctionne, rencontrer un maître verrier, imaginer des vitraux, parce que parfois les vitraux ils sont pas aussi beaux que ceux qu'on a derrière nous, et donc se dire moi j'ai peut-être envie de faire une proposition de vitrail aussi. Il y en a qui vont effectivement dire moi l'église c'est chouette, mais c'est surtout l'arbre remarquable à côté qui m'intéresse, comme par exemple un arbre sur lequel on vient agrafer, clouer des vêtements d'enfants quand ils sont malades et qu'on ne sait vraiment plus quoi faire pour passer la nuit correctement. Aménager peut-être les abords du bâtiment, après, suite à des rencontres effectivement avec peut-être des métiers qui pourraient aider, ou même peut-être s'intéresser à comment est-ce qu'on fait des enluminures, c'est quoi cet alphabet, etc. Lors de la deuxième rencontre, on voit l'état d'avancement et l'accompagnement dans l'étude du sujet. Alors, c'est pas du tout un contrôle policier de qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez réussi à faire. C'est vraiment venir féliciter le travail accompli et mettre de l'huile dans les rouages pour qu'on arrive jusqu'effectivement à ce projet de visite guidée. Donc là, les enfants ont déjà mis en musique ce qu'ils ont trouvé. Ils font une sorte de mini-exposé. Ils montrent les documents qu'ils ont compris, pas compris, et les questions qui calent encore. Ils ont plaisir aussi à présenter les projets qu'ils ont pu faire avec différents partenaires qui sont arrivés sur leur route aussi. Parfois aussi on retourne sur place parce qu'ils ont trouvé des documents bien intéressants, mais effectivement c'est pas toujours facile à relire, donc on va voir sur place. Il y a parfois aussi des questions d'ordre technique qui les interpellent, là on met en œuvre différents processus avec du matériel pédagogique adapté. Voilà. Et puis eux aussi, avec leur matériel, vont peut-être se dire comment moi, le cours de la visite, je vais faire en sorte qu'on comprenne aussi bien les choses que je les ai maintenant comprises. Et alors la troisième rencontre, là c'est fait préparation, répétition de la visite et des activités proposées.
Donc là, on se met d'accord, parce que tout le monde n'est pas fait pour parler à du public maternel, à du public primaire, à du public adulte. Donc on respecte de nouveau ça, on choisit avec qui on va collaborer. On commence à mettre en musique aussi des quiz, des jeux, des différentes mises en scène pour ces visites. Suivant le caractère des enfants, vous voyez la petite fille avec son anorak de corail en bas, elle était très très scrupuleuse et elle anticipait beaucoup. Donc aux récréations, elle testait les jeux sur les classes qui n'allaient pas faire les visites officielles. Donc il y a parfois aussi, on apprend qu'il y avait la visite, mais ça a été aussi fait à la porte ouverte et aussi fait à la fête d'hiver, etc. Donc finalement, au niveau du comptage des personnes qui en bénéficient, c'est plus complexe que prévu. Et puis, on prépare ces textes. Alors, ils savent d'emblée que voilà, on va écrire correctement, donc tous les outils Becherel, etc., on ne va pas passer à côté. Les professeurs, bien sûr, interviennent pour dire comment chaque enfant va prendre la parole, qui va s'occuper de qui. Et alors, là, ils savent aussi tous que ce jour-là, si on a la grippe, si on a quoi que ce soit, on est là. Donc, là, ils comprennent aussi l'implication. Donc, aujourd'hui, on a félicité tout le monde d'être là. Eh bien, eux aussi. L'idée, c'est, vous êtes impliqués dans un projet, si vous n'êtes pas là, il manque un maillon à la chaîne, il y a un problème. Alors, la petite fille, là, elle est occupée à préparer des petits poèmes avec des coquelicots. En fait, elle était extrêmement timide. Parler en public, c'était juste horrible. Et par contre, elle était extrêmement méticuleuse, elle savait tout préparer, elle savait emmener un groupe d'un endroit à l'autre, elle savait gérer le timing, elle savait bricoler. Et donc, chacun trouve sa place aussi en fonction de son caractère. Et donc voilà, le résultat final, c'est la visite guidée. Et alors, ça, je veux dire, c'est depuis des années, dans les générations patrimoine, il y avait déjà de jolies photos comme ça. Mais c'est quand même chaque fois émouvant de se dire que, voilà, il y a des gens qui arrivent qui disent « Ah, mais je ne savais pas qu'il y avait ça ici, je suis jamais venue. » Des parents qui découvrent alors que c'est à 300 mètres de la maison. Comme on l'a souligné aussi tout à l'heure, parfois, voilà, c'est pas du tout votre culture, mais le projet d'école, c'est d'adopter une collégiale liégeoise. Et donc, il y a des mamans aussi d'autres cultures, d'autres religions qui viennent écouter leurs gamins, qui donc découvrent plein de choses sur le lieu qui n'est pas très loin de la maison non plus, et qui finalement se rendent compte aussi d'un point de vue éthique qu'il y a quand même beaucoup de liens entre les différentes religions. Donc ici, vous voyez, il explique son patrimoine. Ici, vous voyez que les enfants commencent à être vraiment à l'aise parce que, comme ils sont devenus vraiment spécialistes, voilà, les adultes leur posent des questions, ils répondent à tout ce qu'ils peuvent. Alors, ici, ce sont des enfants qui ont choisi de s'adresser à des maternelles et ont repéré que dans la collégiale, il y avait à la fois des piliers et des colonnes. Eux, ça les a interpellés, pourquoi des piliers, pourquoi des colonnes. Et donc, ils ont fait toute une pièce de théâtre et ils ont un peu eu peur de se déguiser eux-mêmes en piliers et en colonnes, avec les moyens du bord. Ici, ce petit garçon-là, il avait fait toutes des boîtes à trésors et le papier étant transparent et la photo qu'il avait mise sur le devant étant en couleur, ça faisait comme une petite fenêtre, comme un vitrail. Et il montrait son petit trésor et puis à chaque fois, les enfants devaient le repérer dans l'église. Et ça a tellement bien marché avec les maternelles qu'un papa qui était venu et qui travaillait également avec des enfants dans l'enseignement spécialisé a demandé si l'après-midi, même si c'était des gaillards de 16, 17, 18 ans, ils ne pouvaient pas faire les jeux que les maternelles avaient fait aussi. Et donc, les tout petits ont guidé des tout grands et ça s'est super bien passé aussi. Voilà, ici, voilà, parfois il y a aussi des extensions et ça devient des parcours, donc on va aussi présenter les trésors. Ici, c'était pour aller découvrir une église, mais ils avaient décidé qu'entre l'école et l'église, eh bien, il était intéressant de mettre la lumière aussi sur les patrimoines qu'on pouvait voir pour aller jusqu'à l'église. Et le jeu, c'était de trouver une enveloppe, et finalement, il y avait une énigme, et derrière l'énigme, il parlait de chaque bâtiment, mais derrière l'église, on avait caché des paquets de chocodoff, donc en fait, ils trouvaient chaque fois une enveloppe qui disait, derrière le chevet de l'église se trouve le trésor, et donc pendant ce temps-là, ils ont appris tous les patrimoines, et puis bien sûr, à la toute fin, voilà, la récompense et l'école de lait pour le château. Et alors, je termine sur ces images-ci, c'est que
Ce qui se passe aussi, c'est que l'enfant, en étudiant, par exemple, une église, il voit qu'il y a des bâtiments à côté. J'ai vu ici qu'il y avait également un monument commémoratif. Il arrive que les noms de famille sont encore les mêmes, forcément. Et donc là, le petit garçon, son arrière-grand-père, le nom figurait. Et son papa avait reçu des objets de guerre. Et donc l'enfant fait finalement lien avec son propre patrimoine et choisit même de le présenter aux autres. D'accord ? Donc finalement, de l'église, il y a des bâtiments avoisinants qui résonnent. Il y a aussi parfois dans les églises des plaques commémoratives. Et donc finalement, ces enfants se ressentent beaucoup plus reliés que prévu. Vous voyez, celui-là, il est occupé à faire deviner, on le voit avec l'expression de son visage, eh bien, la nécessité de quitter pendant la guerre. On voit des femmes et des hommes qui partent avec les enfants sur leur dos. Voilà. Donc, dans les grandes lignes, pourquoi on m'a appelée ? Parce que je suis un outil. Je suis un outil pour les personnes qui ont envie de faire découvrir leur patrimoine à d'autres. À côté des églises, il y a souvent des petites écoles. J'ai mis des petits folders là-bas au bout. Si vous prenez l'initiative de dire, en plus de l'avoir reçu par la poste, moi ça m'intéresse. On parlait d'une église tout à l'heure, celle de l'Insan à Racour. Eh bien, j'ai été contactée récemment par Madame Lecoq, qui a dû faire le lien, elle aussi, et qui a dit, moi j'ai déjà fait visiter l'église, j'ai déposé les folders à l'école, et effectivement, la classe s'est inscrite à adopter. Donc voilà, ici c'est vraiment pour vous dire que toutes les personnes qui vont intervenir, on est des outils. Et des outils d'État, je veux dire, de région, d'ASBL. Et c'est gratuit et on est là pour faire les choses avec vous et pour faire rien avec vous, dans un esprit de partenariat et comme tous des bénévoles passionnés. Voilà.